Alors, je reprends à partir du dernier point, donc pour dire que le certificat numérique est signé par l'autorité de certification qui a délivré ce certificat numérique. Alors, concernant le couple de clés publiques, clés privées, il y avait une réflexion de l'un de vos camarades en disant ce n'est pas l'utilisateur qui va, je dirais, générer la clé publique et la clé privée, mais je dis non, en général, c'est l'autorité de certification qui génère ça. Et c'est comme ça qu'elle peut garder, dans l'autorité séquestre, elle peut garder une copie de la clé privée pour les besoins juridiques au cas où on a besoin de cette clé privée. Alors, ça c'est pour les fonctionnalités que doit assumer l'autorité de certification. Et maintenant, quelle est, je dirais, son organisation, c'est-à-dire l'organisation de l'autorité de certification, comment elle est organisée et comment qu'elle fonctionne. Donc, en général, l'autorité de certification est composée de trois entités principales. Donc, vous avez l'autorité, ce qu'on appelle d'enregistrement. Vous avez aussi l'autorité de certification et vous avez aussi l'opérateur de certification. Et donc, ces trois entités qui travaillent en collaboration et qui permettent justement de mettre en œuvre l'autorité de certification. Donc, cette autorité de certification, il y a une première autorité qui est l'autorité d'enregistrement. Donc, cette autorité d'enregistrement, c'est à vrai dire, c'est elle qui va recevoir les requêtes des entités ou des utilisateurs qui veulent, je dirais, avoir je dirais, un certificat numérique. Et donc, du coup, avoir une clé publique et une clé privée. Alors, cette autorité d'enregistrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit les requêtes et elle doit vérifier les informations. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que tu vas affecter une clé publique à une entité. Et il faudrait s'assurer que cette entité est bel et bien l'entité qu'elle proclame ou qu'elle est en train de dire, d'attester que je représente telle ou telle entité. Alors, c'est ce qui se passe dans la délivrance de cartes d'identité. En général, quand vous fournissez une carte d'identité, vous voulez avoir une carte d'identité, vous allez fournir un dossier. Si vous voyez que pour la première fois, quand vous allez demander la carte d'identité, particulièrement la première fois, on vous dit qu'il faudrait ramener votre extrait de naissance, l'extrait de naissance de votre père. On vous dit de ramener le certificat de nationalité pour dire que vous êtes algérien et votre père est algérien. Pourquoi? Parce que la carte d'identité, elle est nationale par rapport à l'Algérie. On vous dit, vous ramenez les informations sur votre résidence, etc. Donc, c'est tout un dossier qu'on doit fournir, en plus des photos. Pourquoi? Parce qu'au niveau des photos, vous devez vous présenter au guichet et on doit vérifier que les photos, c'est pour ça que dans beaucoup de dossiers, si vous remarquez, on demande souvent vous trouvez la mention photo récente. Pourquoi? Parce que la personne, dans le temps, elle peut évoluer et elle peut changer je dirais, de signe et de physionomie. Donc, du coup, on demande souvent des photos récentes pour dire quand vous vous présentez au guichet, on va vérifier que physiquement, c'est vous-même. Et on va vérifier les différents dossiers qui ont été, les différents éléments du dossier qui ont été fournis. Donc, une fois que cette vérification est faite, donc ça, c'est l'équivalent d'autorité d'enregistrement qui reçoit, je dirais, la requête avec les informations qui vont avec pour pouvoir les vérifier. Là, pour que vous n'ayez pas une vision très restreinte,
Donc, quand je parle d'entité, ça ne veut pas dire que c'est uniquement une personne. Ça peut être aussi un site web. Donc, prenez le cas, quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure, de faire des transactions commerciales sur Internet. En général, ça se fait via des sites web. Ça veut dire que la vitrine, c'est quoi? Et celui qui vend, c'est qui? C'est un site web. Donc, ce site web qui est programmé pour recevoir des requêtes d'achat, etc., et pour régler les problèmes financiers entre les deux parties et faire le paiement, etc., etc., assurer le paiement, etc. Donc, ça, c'est un site web qui le fait. Donc, ce site web, pour qu'il soit, je dirais, agréé par les autres personnes, vous allez faire une transaction, vous n'allez pas donner votre argent à un site web fictif, c'est-à-dire qui ne reflète pas la réalité. Et donc, du coup, ce site web, en général, quand on fait du commerce électronique, ça c'est quoi? Ce site web représente, à vrai dire, une société qui fait du commerce. Cette société qui fait du commerce, c'est qu'elle a un registre de commerce. Ça veut dire que ce site web, quand on veut le valider, il faudrait ramener le registre de commerce de la compagnie qui est en train d'utiliser ce site web. Et avec les informations fiscales, etc. Donc, il y a une reconnaissance de ce site et de la société qui est derrière, avec le registre commerce, avec le truc des impôts, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là sont fournis et qui permettent effectivement de vérifier que ce site web n'est pas un site web virtuel, mais un site web réel qui représente une société réelle. Et donc, du coup, l'autorité d'enregistrement, elle doit vérifier toutes ces informations avant de pouvoir délivrer un certificat numérique à cette entité. Alors ensuite, une fois que c'est fait et qu'on arrive à s'assurer de toutes les informations, là, l'autorité d'enregistrement, ce qu'elle fait, ben, elle va délivrer cette requête à l'autorité de certification qui, elle, s'occupe justement de générer la clé publique, la clé privée, et bien entendu de générer le certificat numérique qui va avec. Alors, cette autorité, naturellement, elle fait ce boulot-là pour assurer un certain nombre de, je dirais, de fonctionnalités et d'éviter certaines erreurs. Par exemple, dans la pratique, tu ne peux pas avoir, par exemple, si je prends RSA, RSA qui utilise la clé publique avec un modulo N, tu ne peux pas donner le même modulo N à deux personnes différentes. Parce que si tu donnes le même modulo N à deux personnes différentes, il y a des cas assez particuliers qu'on peut identifier sur le réseau et on peut même casser la confidentialité par la suite si deux individus utilisent le même, je dirais, le même modulo N. Et donc cette autorité, elle veille à ne pas donner le même modulo à différentes personnes. Elle veille aussi à ce que qu'il y ait l'usage de clés publiques et de clés privées qui sont fournies à chaque individu. Elle va aussi voir à un moment donné, c'est puisqu'elle gère l'ensemble des clés, c'est elle qui va être par la suite derrière la révocation d'une clé publique avec sa clé privée associée. Et donc, à un moment donné, c'est elle qui gère toutes les clés. Elle est capable de répondre à n'importe quelle requête pour dire, à un moment donné, est-ce que cette clé publique, elle est valide ou elle n'est pas valide. Et donc, c'est pour ça que la génération et la gestion des clés est centralisée au niveau de cette autorité de certification. Ensuite, dès qu'elle délivre cette clé publique avec la clé privée, donc qu'elle mettra dans l'autorité séquestre, ce qu'elle peut faire, elle peut générer le certificat numérique, donc sous sa forme numérique, et par la suite, souvent, vous avez ce qu'on appelle un troisième, je dirais, une troisième entité, ce qu'on appelle l'opérateur de certification. Donc, l'opérateur de certification, c'est quoi? C'est l'opérateur qui, lui, va prendre ce certificat numérique, il va le mettre sur un support numérique. Donc, un support numérique, c'est tel que, par exemple, les cartes à puce, les clés USB, etc., etc. Donc, si je prends la carte bancaire,
c'est qu'il y a l'autorité de certification qui va produire le certificat numérique. Ce certificat numérique, il va être repris et il va être mis dans la carte à puce de votre carte bancaire. Et donc ça, celui qui fait ça, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de certification. Et donc c'est à travers ça qu'il prend le certificat, il l'inclut dans le support électronique et il va le délivrer à l'utilisateur. Et donc de cette manière-là, on assure le fonctionnement de l'infrastructure de gestion de clés publiques. Donc si vous avez vu un peu ce qui se passe avec la carte d'identité aussi biométrique, vous avez ce schéma-là qui est relativement calqué à ça. Vous avez l'autorité d'enregistrement, en général, c'est quoi? C'est les APC qui jouent un peu ce rôle. Ensuite, vous avez l'autorité de certification. C'est une autorité de certification qui est liée principalement au ministère de l'Intérieur. Donc, parce que pour l'Algérie, pour le moment, on n'a pas une autorité de certification nationale. Et ce qui a été fait, on parlait tout à l'heure quand on parle du type d'autorité de certification, parce que tu peux avoir une autorité de certification, ce qu'on appelle d'entreprise, ou bien une autorité de certification autonome. Donc, ce qui a été fait, c'est beaucoup plus une autorité de certification autonome qui est liée uniquement au ministère de l'Intérieur. Là, c'est un autre problème. C'est pas la peine d'en parler. C'est pas le but. Et donc, dans ce schéma-là, vous avez l'autorité de certification au niveau du ministère et vous avez un opérateur de certification. C'est le centre qui existe à Dar el-Bayda et Hamiz, entre Dar el-Bayda et Hamiz. C'est lui qui est le centre de documents numériques, c'est-à-dire il y a toute l'infrastructure industrielle qui permet de produire les cartes d'identité biométriques. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à réaliser l'infrastructure de gestion de clés à l'échelle nationale. Alors, pour le certificat numérique qui est délivré, qu'est-ce qu'il comporte? Donc, par analogie à la carte d'identité, vous avez toutes les informations de l'entité. Là aussi, dans le certificat numérique, ça a été normalisé. Donc, la norme, c'est, dans la littérature, vous trouvez la norme X509. Vous avez, en général, plusieurs champs. Le premier champ, c'est la version du certificat. Vous avez aussi un numéro de série du certificat. Pourquoi? Parce que ça fait sortir le certificat. L'autorité, elle est obligée d'identifier les certificats qu'elle a produits. Donc, chaque certificat a un numéro, ce qu'on appelle le numéro de série. Ensuite, ce certificat, on avait dit qu'il était signé. Donc, il est signé par quel algorithme? Donc, l'autorité, elle montre quel est l'algorithme qui a été utilisé pour signer le certificat. Elle montre aussi, j'avais dit, dans l'architecture, on peut avoir plusieurs autorités de certification. Chaque autorité est identifiée par son nom. En général, vous avez un nom DNS. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde numérique. Chaque entité peut être désignée par son nom DNS. Donc, l'autorité de certification, elle a un DNS et donc elle est identifiée par ce DNS. Ensuite, on avait dit que le certificat est valable pour une certaine période. Vous trouvez à l'intérieur du certificat la période de validité. Vous trouvez que ce certificat, il a été délivré pour une entité ou une personne. Donc, on va dire quel est le propriétaire de ce certificat. Donc, si c'est le serveur web de tout à l'heure dont je parlais, il va vous donner le serveur web. Et en général, le serveur web, lui aussi, est délivré par son URL ou son DNS qui permet de l'identifier dans le monde numérique. Et vous avez aussi la clé publique du propriétaire. Et vous avez aussi des informations supplémentaires qui sont utilisées pour identifier le propriétaire, ainsi que les mécanismes de chiffrement, c'est-à-dire comment il va chiffrer ces données, quels sont les algorithmes qui lui permettent d'être utilisés pour chiffrer. Ça, c'est utile quand vous récupérez un certificat, vous allez chiffrer avec la clé publique. Mais vous chiffrez avec la clé publique avec quel algorithme? Donc, il faudrait que c'est le même algorithme qui est utilisé par le propriétaire. Donc, dans le certificat, vous trouvez l'algorithme qui est utilisé par le propriétaire. Donc, vous allez chiffrer avec le même algorithme. Comme ça, lui, il pourra le déchiffrer par la suite. Ensuite, vous avez, en dernier lieu, la signature du certificat. C'est-à-dire que
l'autorité de certification, elle va donner la signature du certificat et en même temps, elle vous dit quels sont les paramètres qui ont été utilisés. Rappelez-vous, dans la signature, on utilise un mécanisme de hachage et donc on va vous décrire quelle est la fonction de hachage qui a été utilisée pour pouvoir signer ce certificat numérique. Et donc ça, c'est les informations qui sont contenues dans un certificat numérique. Alors, si vous voulez voir les choses d'une manière pratique, voici ce que vous voyez ici, c'est j'ai pris juste une capture d'écran pour vous montrer un peu le certificat numérique. Donc, j'accédais à mon compte Hotmail. C'était pour envoyer à notre délégué l'invitation du cours. Donc, Hotmail, vous savez que c'est un serveur qui est sécurisé. Donc, dès que vous mettez l'adresse URL et ça commence à, je dirais, ça c'est ce qu'il y a derrière, ce que vous remarquez, c'est, à vrai dire, la fenêtre de login qui est juste derrière. C'est la fenêtre de login avec l'image de fond de hotmail.com. Donc, ce que vous remarquez, ce site est sécurisé. En général, vous voyez dans l'URL, vous avez le cadenas. Pour avoir ça, double-cliquez sur le cadenas. Donc, quand vous double-cliquez sur le cadenas, il va y avoir ce certificat qui va être sorti, donc que vous allez voir visiblement. Et regardez dans le certificat, vous avez un certain nombre d'informations. Ça, c'est ce qu'on appelle l'onglet, le premier onglet qui est général, qui vous donne des informations générales sur le certificat. Regardez à l'intérieur, vous avez délivré à. Donc, vous voyez que ce serveur-là, c'est login.live.com. Ça, c'est le point de chute du login concernant le hotmail.com. Il vous dit que le certificat, il vous donne l'organisme qui a délivré ce certificat, c'est Microsoft. Donc, il vous dit aussi quelle est la période de validité. Vous regardez que c'est une période de validité de 2019 à 2021. Donc, ici, vous avez des informations générales concernant ce certificat. Si vous voulez avoir le détail, il suffit de cliquer sur le deuxième onglet qu'on appelle le détail. Et donc, quand vous cliquez sur le détail, voici ce que ça donne. Donc, vous avez un certain nombre de détails. Donc, c'est toute une liste déroulante. Je l'ai déroulé un peu dans les deux parties. Regardez. Vous avez d'un côté les éléments, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était la version. Donc, vous avez le numéro de série, l'algorithme de signature, l'algorithme de hachage, et ainsi de suite. L'émetteur, la date de validité, quel est le propriétaire, etc. Et donc, vous avez toutes les informations liées à votre certificat. Et donc, à chaque fois que vous faites appel à un serveur ou une entité qui est sécurisée, automatiquement, là, les informations se trouvent dans le certificat. Hazarli qui pose la question, et pourquoi la clé privée? La clé privée, elle n'est pas dans le certificat. La clé privée, elle va rester privée. Donc, vous n'allez pas mettre la clé privée sur le certificat, parce que le certificat, en général, on le délivre aux gens pour qu'ils puissent s'assurer de l'identité de l'entité et de pouvoir utiliser la clé publique pour pouvoir chiffrer les données et les envoyer à cette entité. La clé privée, elle restera toujours privée. Seul le propriétaire prend, je dirais, connaissance de ça. Et bien entendu, seul le propriétaire, il est en possession de cette clé privée, avec juste l'exception, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on garde une copie dans l'autorité séquestre. Donc l'autorité séquestre, son rôle, c'est quoi? Et elle a même un statut juridique pour dire que personne ne peut toucher à l'autorité séquestre, sauf s'il y a un ordre qui est émis par la justice. C'est-à-dire que quand la justice, il y a une affaire dans la justice, le procureur général doit
c'est-à-dire donner un ordre pour récupérer la clé privée. C'est là où on peut récupérer la clé privée. On ne peut pas la récupérer à tout bout de champ. Et donc, elle reste toujours privée, c'est-à-dire que personne n'a le droit de l'utiliser. Donc ça, c'est pour le certificat numérique. Et donc, vous avez une illustration de ce certificat numérique avec tous les détails qui existent dans le monde numérique et comment l'utiliser. Alors, pour synthétiser ça, on donne un exemple. Donc, je reprends l'exemple, je dirais, de transaction commerciale. Vous avez une entreprise, d'une part, et un client de l'autre côté. Donc, imaginez que ce client-là, qui veut faire une transaction, je dirais, commerciale avec l'entreprise, il faudrait qu'il s'assure de l'entreprise. Comment qu'il s'assure de l'entreprise? Grâce à l'usage du certificat numérique. Donc, au préalable, ce qui existe, c'est que cette entreprise-là, donc vous regardez, j'ai numéroté un peu les flèches pour vous donner une idée comment les choses se passent dans la pratique. Donc ici, l'entreprise, elle est obligée de demander un certificat numérique au préalable, puisqu'elle veut faire du commerce électronique. Elle est obligée de faire une demande de certificat numérique. Donc, elle le fait où? Elle le fait auprès de l'autorité d'enregistrement. Donc, ce qui permettra de générer le couple de clés. Et donc, avec cette demande de l'autorité de certification, elle va générer le certificat numérique. Et donc, ce certificat numérique qui est généré, en général, il est délivré au propriétaire, donc, qui a émis la demande de ce certificat numérique. Et pour des raisons pratiques, en général, on met les certificats numériques dans un serveur LDAP. Donc, ce serveur qui peut être utilisé par tous les clients potentiels. Pourquoi? Parce que dans ce serveur, comme son nom l'indique, ça permet de réaliser la distribution donc, et la diffusion des certificats. Ce serveur LDAP, il peut contenir aussi la liste des révocations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit que ce certificat numérique n'est plus valide. On le montre comment? Il suffit de le publier sur le LDAP qui permet effectivement d'alerter les gens et de leur dire effectivement que ce certificat n'est plus valide. Ça veut dire que quand on va vérifier un certificat, il suffit que dès que ce certificat se trouve sur la liste de révocation, ça veut dire que ce certificat n'est plus valide. Et donc, j'avais dit, la première étape pour l'entreprise, elle est obligée d'acquérir un certificat numérique par le biais de l'autorité de certification. Une fois que c'est fait, cette entreprise, automatiquement, ce qu'elle fait, c'est que cette entreprise qui va être en possession de son certificat, dès qu'il y a une requête d'un client qui veut faire une transaction commerciale, ben la première des choses qu'elle fait, cette entreprise, c'est-à-dire à travers son serveur, c'est qu'elle va envoyer la clé publique et le certificat au client. Donc, le client, dès qu'il reçoit le certificat et la clé publique, la première des choses, c'est de vérifier ce certificat et de vérifier cette clé publique. Donc, il le vérifie comment? C'est à travers l'étape 7. Vous avez la liste des publications et la liste des révocations. Donc, lui, il va vérifier ça. Si le certificat est correct, et donc, automatiquement, la clé publique, elle appartient bien au propriétaire. Donc, à partir de cet instant-là, c'est que le client, il peut échanger des informations d'une manière confidentielle, parce que cette clé, s'il l'a reçue, c'est pour l'utiliser. Donc, il va l'utiliser pour chiffrer les données, et donc il va envoyer les données d'une manière chiffrée vers l'entreprise, et donc il peut faire ses achats, je dirais, sur Internet d'une manière sécurisée. Parce que là, il est sûr que cette entité existe bel et bien, et elle est identifiée auprès d'une autorité de certification qui est, je dirais, approuvée et agréée. Et donc, de la sorte, on arrive à réaliser l'opération.
Alors, naturellement, ici, le schéma, il est simple. Ça suppose qu'implicitement, c'est comme si le client et l'entreprise se trouvent dans la même zone. Et donc, le client connaît cette autorité de certification, donc il approuve. Maintenant, si, ils sont dans des zones différentes, on revient au modèle de tout à l'heure. Rappelez-vous, c'était le modèle hiérarchique avec des zones, avec des mécanismes d'approbation, c'est-à-dire chaque zone approuve une autre, etc. Même si on est dans deux territoires différents, c'est-à-dire dans deux pays différents, il y a un mécanisme d'approbation qui est fait entre les autorités racines des pays. Et c'est comme ça que vous avez l'approbation du certificat. C'est-à-dire, quand je parle de l'approbation du certificat, ce n'est pas forcément une approbation directe. C'est une approbation qui peut se faire par, je dirais, fermeture transitive. C'est-à-dire qu'une autorité qui approuve une autre qui approuve une troisième, et ainsi de suite. Et donc, vous avez la chaîne d'approbation. Et du coup, vous pouvez approuver, même si vous êtes distant de cette autorité de certification. Ça, c'est une question de tout à l'heure. Donc, on parlait de la clé privée. La clé privée, comment qu'elle est envoyée? J'ai dit que la clé privée, c'était dans le slide précédent. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il y avait trois éléments. Ici, c'est quelque chose que j'ai caché un peu. À vrai dire, c'est ici, par rapport à la question de votre camarade, en disant comment l'autorité envoie la clé privée. La clé privée, c'est un peu ce 5-là, cette flèche 5, qui représente l'autorité de diffusion ou l'opérateur de diffusion. Ça veut dire que comment on arrive à diffuser ça. Donc, c'est lui qui produit, tel que vous l'avez vu par exemple, vous avez votre carte biométrique, elle est produite par le centre qui, lui, va la délivrer à la PC et ensuite la PC va vous la délivrer. Donc, ça, c'est le mécanisme. Si vous êtes dans une banque, vous avez un opérateur qui produit la carte bancaire et ensuite il la donne à votre banque et la banque vous délivre ça. En général, si vous avez remarqué, je suppose que beaucoup d'entre vous ont la carte d'identité biométrique et peut-être certains d'entre vous ont aussi la carte bancaire Dahabia de la Poste. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous délivrer la carte d'identité biométrique ou bien la carte bancaire. En général, on vous délivre avec une enveloppe fermée. Donc, dans l'enveloppe fermée, vous avez un code secret. C'est à vrai dire ce code secret qui va représenter la clé privée. Donc, en général, on vous fournit le document qui est sous un pli fermé. Quand vous ouvrez le pli à l'intérieur, vous trouvez votre code. Alors, quelqu'un pourrait dire, tiens, mais ce code, ils l'ont produit, etc., ils l'ont imprimé, donc ils ont pris connaissance. Moi, je dis non. Tout simplement, si vous remarquez ces plis qui sont envoyés, en général, c'est des enveloppes carbone. Ça veut dire c'est des enveloppes carbone qui contiennent, je dirais, il y a une phase carbone et une autre non carbonée. Donc, cette version carbone, elle est produite par un générateur de clés automatique. Et ensuite, elle est imprimée sur cette enveloppe carbone. Donc, quand on imprime sur le truc carbone, automatiquement, rien ne sort sur l'enveloppe. Mais ce qui sort, c'est à l'intérieur. Donc, quand vous ouvrez l'enveloppe, vous trouvez effectivement le code. Et donc, c'est comme ça que les choses sont réalisées au niveau pratique. Donc, l'utilisateur prend connaissance à travers cette enveloppe fermée qu'il reçoit. Alors, ça, c'est pour l'exemple. Et donc, j'avais dit, de cette manière-là, on arrive à réaliser effectivement l'opération de vente, je dirais, électronique. Ça, c'est un début préalable pour la vente électronique. On va dire, il y a des choses encore supplémentaires qui sont utilisées dans la vente électronique. Mais le truc de base nécessaire, c'est qu'il y ait un certificat numérique qui permet de donner l'assurance pour entamer la procédure de vente électronique. Alors, comment faire les choses d'une manière pratique? Je termine avec cette partie. Alors, ici, un de vos camarades, il dit que comment elle envoie la clé privée, elle peut être interceptée. J'ai montré le principe, c'est que cette clé privée, elle est générée par un générateur
un serveur générateur automatique qui produit cette information sur des enveloppes qui sont fermées et sur du carbone, c'est-à-dire il écrit avec une imprimante matricielle. Rien ne sort sur les enveloppes, ce qu'il y a, c'est à l'intérieur que l'information se trouve. Et en général, quand on vous fournit votre carte biométrique ou bien votre carte bancaire, on vous fournit l'enveloppe avec. Ben, le principe, il est simple, c'est quand vous recevez cette enveloppe, si elle est ouverte, vous avez le droit de ne pas prendre la carte biométrique ou bien la carte bancaire. Pourquoi? Parce que votre code secret a été déjà, je dirais, délivré à d'autres personnes. Et donc, du coup, c'est tout le droit qui est donné à l'utilisateur que quand il reçoit ça, il faudrait que l'enveloppe soit une enveloppe fermée. Et donc ça, tu es sûr que cette enveloppe, personne n'a pris connaissance, mis à part le générateur qui le fait d'une manière automatique et dont on ne garde pas trace de ce qui est fait par ce générateur. Et donc, au niveau de l'envoi, c'est l'envoi du pli le pli fermé, automatiquement, personne ne prend connaissance de cette information. Alors, d'un point de vue pratique, ce qui vous permet de voir les choses d'une manière pratique avec les TP, donc l'idée c'est quoi? C'est que vous installez, et donc vous aurez l'occasion de voir ça en TP, de l'installation d'une autorité de certification sur Windows Server 2016 ou bien 2019, tout dépend de la disponibilité au niveau des TP. Donc, en général, le principe d'autorité de certification, c'est quoi? C'est que vous accédez au serveur et ensuite, vous êtes obligé de rajouter ce qu'on appelle des rôles au niveau du serveur. Et donc, ce rôle-là, c'est le rôle qui consiste à introduire une autorité de certification. Donc, cette autorité de certification, donc vous allez la mettre et elle va être jouée par une machine particulière, c'est-à-dire un serveur qui va jouer le rôle d'autorité de certification. Alors, en général, sous Windows, ce rôle de certification, souvent on l'associe à Active Directory. Pourquoi? Parce que dans Active Directory, vous avez les utilisateurs et par la suite, vous pouvez faire cette association directe entre un certificat numérique et un utilisateur. Donc, voici la fenêtre vous accédez à Windows Server et ensuite, vous avez l'activité de serveur manager, c'est-à-dire la gestion du serveur, et ensuite vous pouvez rajouter les rôles qui sont utilisés pour permettre d'installer ou de configurer cette autorité de certification. Alors, cette autorité de certification, vous devez la configurer en général, j'avais dit, en association avec Active Directory. Et vous pouvez par la suite préciser un certain nombre d'éléments concernant ces certificats pour réaliser quelle est la période de validité, quels sont les algorithmes que vous avez utilisés pour le chiffrement, quelle est la fonction de hachage que vous allez je dirais, utiliser, quel est le nom de l'autorité de certification que vous allez créer, parce que cette autorité de certification, rappelez-vous, elle a un nom, et donc il va falloir, ce nom, c'est quoi? Ce n'est autre que l'URL du serveur qui va jouer ce rôle-là. Et vous avez les clés privées et les clés publiques que vous allez gérer. En général, on génère de nouvelles clés privées pour cette autorité de certification ainsi que les utilisateurs qui vont être utilisés. Donc ici, regardez, c'est quels sont les algorithmes qui sont utilisés, quelles sont les fonctions de hachage qui sont utilisées et par la suite, cette autorité de certification qui va garder l'historique. Donc, vous devez préciser, en plus de la période de validité, cette période de validité, vous pouvez la voir sur les différentes unités de temps, la minute, le jour,
le mois, les années. Donc, vous pouvez préciser, il y a des différents types qui sont proposés. Et vous avez aussi cette autorité de certification qui garde un peu l'historique de tout ce qui se fait au niveau de cette autorité de certification. Et donc là, pour ça, vous avez un endroit où vous devez préciser un répertoire qui va contenir l'ensemble des activités. C'est un peu la même chose que le système d'exploitation. Vous avez des journaux qui gardent les événements qui se passent dans le système d'exploitation. Mais la même chose, au niveau de l'autorité de certification, vous avez des journaux qui permettent de refléter l'activité de l'autorité de certification. Donc, sur ce, ça termine justement ce chapitre de l'infrastructure de gestion de clés. Donc, vous aurez l'occasion au niveau du TP de voir je dirais, l'installation de l'autorité de certification sur Windows Server, comme vous pouvez aussi avoir l'occasion de voir l'installation et l'usage de certificats sur Linux, parce que la démarche elle est un peu différente. Vous n'avez pas la même démarche entre Windows et Linux, et du coup, vous aurez l'occasion de voir les deux aspects pour la génération et l'usage de certificats numériques. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. بالمحاوز انا زون باسكو بقات جوج دقائق. كرمتي كيفاش؟ كرمتي